Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aujourd'hui si nombreux pour ce webinaire qui fait partie intégrante du Pacific Database Challenge, dont je parlerai un peu plus tard durant la présentation. Je vais donc vous rappeler juste encore une fois la consigne. N'oubliez pas de choisir une langue pour bien m'entendre et surtout profiter de l'interprétation en anglais et en français aujourd'hui de ce webinaire. Comme vous pouvez le voir sur cette première slide, on a la chance aujourd'hui d'avoir 5 stars de la DataVis parmi nous. Je suis très heureux de les recevoir et il faudra bien les encourager aussi durant chaque présentation. Honnêtement, de mon côté, étant data analyst, je suis très excité de voir ce qu'elles vont pouvoir nous présenter parce qu'il y a énormément de sujets très variés et surtout très intéressants. On a donc aujourd'hui 5 femmes. Donc merci à ces 5 femmes d'avoir répondu présentes pour notre webinaire, puisque ce sont elles nos stars aujourd'hui. Et puis je pense aussi que c'est grâce à elles que vous êtes venus et pas forcément de nos côtés avec Lucie et Léo. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On va passer maintenant donc aux slides suivantes. Donc je serai votre modérateur aujourd'hui. Donc de mon côté, je suis analyste de données à la communauté du Pacifique depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et je suis la personne qui va essayer de donner un certain fluide, en tout cas sur ce webinaire aujourd'hui, en tout cas faire de mon mieux. Alors, assez rapidement, donc pour cet agenda du jour, on va avoir la première introduction donc, qui va être faite de mon côté. Et ensuite, on va laisser place assez rapidement donc, à nos différents speakers pour qu'ils puissent parler de leur sujet chacun de leur côté. Donc, on aura Lucia dans un premier temps, puis on aura Anastasia, puis ensuite on aura Émilie, enfin Emilia et Jill qui finira et qui clôturera donc ces présentations. Évidemment, il y aura une session de questions-réponses à la toute fin de ce webinaire. Et enfin, une conclusion qui sera faite par ma collègue Wissy, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, puisqu'elle m'aide c'est ma collaboratrice du gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur le Pacific Database Challenge. Une chose importante à savoir, durant les présentations, j'imagine et je suis certain et j'espère que vous aurez des questions à nos présentatrices à poser. Gardez ces questions de votre côté. À chaque fin de présentation, il y aura 10 minutes de pause, en tout cas 10 minutes de questions-réponses sur lesquelles vous pourrez intervenir et poser vos questions. Comment on pose des questions? Tout simplement, inscrivez-les dans le chat, d'accord? Vous avez juste à les écrire dans le chat et Wissy de son côté me rappellera qu'il y a eu une question et qu'il ne faudra pas oublier de la poser donc à cette présentatrice, par exemple Lucia, sur la première présentation. J'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit peu d'histoire et surtout un peu de contexte sur notre cher Pacifique et notre belle région. Aujourd'hui, donc, on participe à un webinaire, mais que j'aimerais aussi appeler Talanoa. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre générosité et pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui fait partie de la série des Talanois sur les données du Pacifique. Je suis ravi de vous accueillir sur celui-ci. La plateforme Talanoa est unique au Pacifique. C'est un mot qui a une signification commune dans les différentes cultures et les langues du Pacifique. À Fidji, à Samoa et à Tonga, il signifie littéralement avoir une conversation. Au sens figuré, nous l'utilisons aussi comme une plateforme permettant la conversation et le dialogue inclusif. Le Talanoa offre un espace sûr où les gens peuvent se rencontrer et partager leurs points de vue et leurs perspectives. C'est un espace inclusif où les voix qui ne sont normalement pas entendues sont encouragées à s'exprimer. Dans d'autres régions du Pacifique, le Talanoa a un nom différent, mais une signification similaire. Et d'après les Wantok mélanésiens, nous utilisons Talk Story ou encore Storytelling, ce qui est tout à fait approprié pour le sujet de notre Talanoa d'aujourd'hui. La narration ne se limite pas à la transmission des traditions orales. Nous le voyons dans nos chants et dans nos danses traditionnelles, dans l'art corporel et les tatouages, dans le tissage de fines nattes, les motifs exprimés dans les sculptures et dans la construction d'anciennes cartes maritimes de navigation. Ce sont donc toutes les formes de narration et d'expression visuelle d'idées. Ils peuvent avoir une signification profonde et souvent complexe, et sont largement comprises par ceux qui attachent de la valeur à ces médias et aux traditions qui les sous-tendent. La série Pacific Data Talanoa est une plateforme de discussion sur des thèmes liés aux données qui sont importants pour notre région. Lors des sessions précédentes, lors des différents Talanois auxquels vous avez peut-être participé auparavant, nous avons parlé des données à l'époque du Covid-19 et les défis des données fiables et opportunes qui sont vitales pour élaborer des réponses à la crise de santé publique avec l'évolution de la crise de celle-ci et l'importance des données avec pour preuve les conséquences de la pandémie mondiale. Dans d'autres sessions, nous avons parlé de la nécessité de disposer des meilleures données pour soutenir la croissance de secteurs tels que le commerce électronique, l'agriculture et en particulier le secteur du CAVA.
mais aussi la nécessité de disposer de données et d'éléments probants de meilleure qualité afin d'éclairer des politiques alimentaires plus résilientes et inclusives. Aujourd'hui, nous sommes ravis de réunir pour vous un groupe de femmes fantastiques qui va vous parler de la puissance de la visualisation des données. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. L'équipe du Pacific Data Hub et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ont récemment lancé un concours de visualisation de données. C'est le Pacific Data Viz Challenge. Une fois encore, je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire aka Talanoa. Nous entendrons aujourd'hui 5 merveilleuses oratrices qui partagent chacune avec nous un aspect particulier de leur travail et dans le domaine des données et de l'utilisation de la visualisation des données comme moyen de décomposition de l'information et d'exprimer ou de communiquer des idées complexes. Nous aurons donc 10 minutes de discussion après chacune des présentations. Et comme il s'agit d'un dialogue, comme je le rappelle pour le Talanoa, je vous encourage à dialoguer avec nos orateurs, à poser des questions durant toute cette discussion. Merci à tous et on lance officiellement ce Talanoa. Assez rapidement, je vais vous faire une petite présentation du Pacific Database Challenge. Donc, je le rappelle, ce webinaire fait partie intégrante de l'aventure qu'est ce Pacific Database Challenge 2023, une aventure qui a déjà commencé il y a plusieurs mois avec Wisi, mais qu'on a officiellement lancée sur ce mois de septembre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Pacific Database Challenge, c'est une compétition de visualisation de données qui est ouverte à tous. Vous pouvez y participer du 1er au 30 septembre 2023. Et quand je dis que c'est ouvert à tous, c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que peu importe d'où vous venez, que ce soit des Fidji, des Samoa, de Bolivie, du Pérou, du Canada ou encore des États-Unis ou même de France, vous pouvez participer. Et même les mineurs peuvent y participer avec l'autorisation parentale. Qu'est-ce qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'on va produire? Il faut que vous créiez un moyen innovant et assez original de faire une visualisation de données. Donc, vous avez tous les outils nécessaires pour faire cela. Vous pouvez utiliser Power BI, vous pouvez utiliser Python, vous pouvez utiliser Adobe. On est très ouvert là-dessus. On a deux catégories aujourd'hui. On a la catégorie statique et la catégorie interactive. Pour la catégorie statique, il y aura un prix unique de 1500 $ US. Concernant la catégorie interactive, il y a trois prix. Le premier prix est de 5000 $, le deuxième de 2500 $ et enfin le troisième prix est de 1000 $. Donc au total, ça fait un joli package de 10 000 $ à gagner. Donc j'espère que ça va vous encourager à participer. Et puis évidemment, au-delà de l'argent, il y a aussi le côté visibilité, puisque les, les visualisations de données qui seront sélectionnées pour gagner seront aussi forcément plus visibles et on les partagera largement sur les réseaux et on en fera clairement quelque chose de très vu sur nos réseaux à nous. Enfin, comment on participe? C'est assez simple. Vous pouvez directement aller sur notre site Pacific Database Challenge, qui est sur notre site web donc depuis maintenant plusieurs semaines. Et vous avez aussi un lien sur ce website où vous pourrez tout simplement rentrer votre visualisation de données et répondre à un questionnaire pour nous partager votre visualisation de données via un lien URL. Rien de très compliqué. Toutes les informations que je vous communique aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Et si jamais vous avez encore des questions, il y a aussi une adresse mail générique derrière laquelle il y aura Wissy et moi pour répondre à vos questions éventuellement. Donc ça, c'est juste un screenshot de mon site web avec Wisi, donc où il y a toutes les informations nécessaires pour ce Pacific Database Challenge, avec notamment le règlement, les règles, les actualités, le calendrier et enfin nos partenaires. Concernant notre timeline, donc, vous voyez, on a déjà bien progressé. On est déjà sur le 11 septembre pour ce webinaire The Power of Data Viz. À savoir et à bien retenir, les participations et en tout cas les inscriptions vont se clôturer le 30 septembre. Donc, si vous voulez nous soumettre une data vise, c'est avant ce 30 septembre. Et enfin, on procédera à la cérémonie de remise des prix le 5 octobre à 14 heures. On essaiera d'être très rapide pour vous donner les résultats parce qu'on sait tous que quand on a fait un contrôle, on veut avoir la note très rapidement. Et donc, on se souvient tous de ça et on va essayer d'être réactif avec Wissy de ce côté. On est très présent sur les réseaux, on essaye de communiquer un maximum sur ce Pacific Database Challenge. Donc, si vous souhaitez nous aider ou encore communiquer de votre côté via vos propres réseaux, on a LinkedIn, on a Facebook et on a Twitter. Je me rends compte que je parle encore un peu vite. Je vais essayer de ralentir le rythme. Excusez-moi, Christelle et Isabelle. Donc, comme je l'ai dit, oui, on a un site web qui est présent aussi sur cette slide et un email si vous avez besoin de poser des questions. Petit moment pour jouer, pour se mettre en jambe aujourd'hui et essayer de sortir de notre week-end. Je sais que c'est lundi matin, c'est pas forcément évident. Je vais vous demander de jouer avec moi. Est-ce que vous pouvez tous scanner ce QR code, s'il vous plaît, hein, qui va nous permettre de aller sur Slido et de répondre à un petit questionnaire que je vais lancer. Alors, j'espère que ça va bien marcher de votre côté.
Au cas où, je vais vous mettre le lien, tiens, parce que le QR code peut parfois être un peu difficile. Et tatillon, je vous mets le lien. Vous n'avez que à cliquer sur ce lien pour vous connecter à mon Slido. Super. Donc la première question est la suivante. C'est bon, ça marche de votre côté, oui, si. Comme j'aime bien avoir un peu le profil de mon audience et de notre audience avec nos speakers aujourd'hui, j'aimerais savoir de où est-ce que vous vous connectez. Je trouve ça assez rigolo de voir un peu d'où viennent toutes les personnes du monde. Donc on a des gens qui viennent de Nouméa, évidemment, du Vanuatu, j'ai vu Canada, on a du monde des Philippines, de Fidji, de Virginie, d'Australie, Paris aussi, la capitale de métropole est représentée, du monde de l'université de Nouméa également, du monde du Vanuatu, super. C'est assez intéressant de voir tout ce monde d'un peu partout. Et forcément, le Pacifique est davantage représenté, ce qui est assez logique. Je suis très heureux qu'on ait du monde un peu partout dans le Pacifique. C'est hyper important aussi pour nous qu'on puisse être représenté à ce niveau-là. Des Samoa aussi, je revois Samoa. Super, bien merci en tout cas à tout le monde de vous être connecté aujourd'hui et de participer à ce webinaire. D'Italie, je vois des Italiens aussi parmi nous. Super. On salue l'Italie et leurs fameuses pâtes. Je suis très fan des pâtes, donc je suis obligé de le dire. Merci à tous. Je vais enchaîner sur la deuxième question, qui est la suivante. J'aimerais savoir aussi un peu de votre côté, bah, tout simplement, voilà, quel est votre niveau de connaissance, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la data vise. Donc, vous notez votre niveau de 1 à 5, 1 étant, on va dire, le plus débutant et 5 le plus expert. Et c'est très bien d'ailleurs, hein, si vous pensez ne pas avoir beaucoup de connaissances sur la data vise, c'est très bien aussi, on est là pour ça. J'ai passé le message à nos présentatrices de vulgariser leur sujet. Donc, normalement, on aura des sujets très intéressants à ce niveau-là, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Et pour ceux qui sont très bons, il y aura aussi des parties un peu plus touchy, un peu plus intéressantes, qu'on pourra aborder ensemble. Donc, on voit que sur l'audience, on a une majeure partie quand même qui s'estime plutôt intermédiaire, donc de niveau 3. Très bien. Bah, je pense que de toute façon, tout le monde va apprendre des choses aujourd'hui, puisqu'on a tous des histoires, en tout cas, elles ont toutes des histoires différentes à raconter, nos présentatrices. Très bien. Je vais enchaîner sur la question suivante, pour pas perdre trop de temps. Ah non, c'est cette dernière question. Pour cet échauffement en question, je garde une dernière question pour la fin. Super, merci à tous d'avoir participé à ce petit jeu. Je vais repasser donc maintenant à la présentation du début. Hop, hop, super. Donc on a fini maintenant avec le petit jeu de questions. Je vais maintenant laisser la parole à notre première présentatrice et je suis encore une fois très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc Lucia, tu vas pouvoir nous rejoindre. Lucia qui nous vient d'Allemagne. Il va nous présenter son premier sujet. Est-ce que tu peux nous partager ton écran, Lucia, s'il te plaît? Yeah. J'enlève le lien Hello, tout de suite. everyone. Hello, Lucia. Bonjour. Je parle un petit peu français aussi. Ouais. Alors, well, I'm going to speak Bon, about je vais neuroscience. vous parler de neurosciences pendant cette séance, comment nous pouvons appliquer la neuroscience et le récit à l'amélioration de la visualisation des données. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous parler un petit peu de la raison pour laquelle je suis ici, pourquoi je vais en parler, d'où je viens. J'ai fait des études de marketing et de business et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un consommateur. Donc, j'ai commencé à faire des neuromarketing, neurosciences. J'ai plusieurs années d'expérience. Je travaille depuis un certain moment en tant que chercheuse en marketing et j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. J'ai analysé les données et j'ai créé des rapports de visualisation de données, de présentation des données. Tout d'abord, bien entendu, c'était sur PowerPoint. Et puis les données, on connaît une certaine croissance. Avec autant de données, il a fallu passer à SQL et Power BI ou Tableau, Python pour utiliser beaucoup mieux ce type de données. Bien.
Commençons par les neurosciences. Nos cerveaux ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, pour comprendre tout ce qui se passe. Donc, nous pouvons dire d'une certaine manière que nos cerveaux sont assez flemmards parce ils veulent limiter l'attention qu'ils portent à quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose qui est trop compliqué, trop complexe, un graphique qui est compliqué à comprendre, le cerveau va essayer de l'éviter et passera à autre chose. Donc, la visualisation doit être rendue facile pour essayer d'éviter le fait de dépenser trop d'énergie à comprendre quelque chose. Depuis des milliers d'années déjà, et pendant la grande partie de cette période, nous communiquions de manière orale. Tout ce qui était écrit est arrivé après. Les chiffres et la visualisation de la donnée arrivent tout à la fin. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore prêts de manière instinctive à comprendre la visualisation des données. C'est ce que je vous disais sur le cerveau qui est un peu flemmard. Il faut mettre en exergue ce qui est plus important pour que le public puisse porter plus attention à cela. Donc, je vous recommande de rendre des graphiques simples, clairs, sans aucun bruit ni autres couleurs qui ne sont pas nécessaires ou des choses qui n'ajoutent pas des informations et qui génèrent du bruit et donc qui devraient être évitées. Utiliser des espaces vides, rendez les choses claires pour qu'elles soient faciles à comprendre. En général, on porte l'attention sur nos messages, au début du message, à la fin du message. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le début et la fin d'une présentation d'un message. Nous retenons plus les messages, des images plutôt que d'autres messages. Et puis, nous sommes concentrés surtout sur le mouvement, ce qui est nouveau et les visages humains. Et donc, il faut utiliser ce type de contraste ou toute chose qui vraiment ressort pour que le public vraiment vous écoute avec attention. Le cerveau aime aussi les choses simples à comprendre. Il n'aime pas ce qui est trop compliqué. Et si nous avons par exemple des émotions, le public sera plus attaché à cela. Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'être égoïste? En fait, le cerveau a beaucoup d'énergie à dépenser et il doit en fait limiter la manière dont il la dépense. Et il faut lui expliquer ce qui est important ici. Pourquoi est-ce que on attire l'attention sur les données? Parce qu'il y a plus d'argent qui est généré, parce qu'il y aura un nouveau produit qui sera lancé. Et donc, il faut absolument se concentrer sur la raison pour laquelle il devrait être attiré par cette visualisation des données. Les processus simples, c'est une bonne chose, mais s'ils sont trop compliqués, si nous ajoutons trop de graphiques, trop d'informations, ça devient trop compliqué à analyser. Donc, nous avons toujours besoin de choisir, de garder en fait la chose principale et puis d'ajouter les graphiques ou les autres recherches que nous avons faites dans un document à côté. Sinon, personne ne pourra lire quoi que ce soit ou ne pourra vraiment se concentrer sur quoi que ce soit. Donc, je viens maintenant à la question du récit. Même chose, même processus d'évolution où les êtres humains ont un début. Au départ, ils se retrouvaient autour du feu et ils racontaient des histoires sur ce qui s'était passé pendant la journée, en expliquant, par exemple, ce qu'ils voulaient faire passer comme message aux générations à venir. Ils choisissaient en fait ce qu'ils leur racontaient. Donc, nos cerveaux sont sont préparés à assimiler ces informations, à comprendre tout ça à travers des récits, des histoires. Donc, si nous ajoutons des histoires à nos données, nous facilitons la dissémination d'informations. Lorsque vous préparez vos données, il faut le préparer pour
les préparer pour que le public puisse vraiment comprendre. Il faut ne pas obliger ceux dont ils ont besoin de savoir comment et préparer tout cela avec un narratif qui soit facile à comprendre en appliquant un minimum d'efforts de leur part. Il faut bien sûr faciliter les choses pour vous si vous voulez qu'ils se souviennent de tout cela. Donc, il y a 4 principes du storytelling à suivre. Tout d'abord, le contexte. Qui est votre public? Que devez-vous, que souhaitez-vous qu'ils sachent ou qu'ils fassent? Donc, il faut partir, il faut leur apporter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc, s'il y a des caractéristiques particulières, s'il faut adapter le message, par exemple, s'il y a des problèmes de daltonisme ou autres, il faut savoir s'ils peuvent interpréter les graphiques. Quoi qu'il en soit, il faut que les données soient adaptées au public et tout ce qui n'ajoute pas de la valeur, eh bien, c'est simplement du bruit, du désordre inutile, une distraction. Donc, il faut prêter attention aux attributs tels que la couleur, la forme, pour aider le public à apprécier les données dans l'ordre que vous souhaitez qu'il l'apprécie. Alors, comment améliorer un graphique? Donc, j'ai présenté ce graphique de façon aussi horrible que possible, où vous voyez qu'on ne sait même pas où regarder. Il y a des séries de chiffres inexpliqués, des couleurs inexpliquées également. Donc, on ne peut extraire aucune information de cela. Et bien sûr, fondamentalement, si on nettoie les informations, eh bien, on n'a plus que 3 colonnes et c'est la colonne en marron qui se distingue. Alors, on peut ajouter un titre également. Au moins, là, on sait qu'il s'agit des résultats de groupes de discussion. Il faut tirer parti de la possibilité d'avoir des textes pour expliquer. Il ne s'agit pas uniquement de donner un titre. Là, avec cette affirmation, le marron doit être la nouvelle couleur de la marque d'après les préférences du groupe de discussion. Là, on comprend mieux. Et puis, on pourrait expliquer davantage, ça pourrait être sous forme de PowerPoint ou autre. On explique, là, nous avons davantage d'informations sur les autres couleurs discutées, sur l'organisation du groupe de discussion et ainsi de suite. L'analyse de données, ça n'est pas intuitif, donc nous devons la faciliter. Le cerveau, encore une fois, est paresseux et ne souhaite pas avoir affaire à des charges, des cartes complexes. Donc, il faut apporter, il ne faut pas qu'il y ait des données supplémentaires qui ne représentent pas des informations pertinentes. Il faut éliminer le désordre inutile et se concentrer sur les points saillants. Il faut adapter le message au public pour lui faciliter la tâche d'accès aux données. Il faut une narration, raconter une histoire. Voilà, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées de réseau et voilà, je suis prête également à répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Lucia, pour cette présentation. C'était très intéressant. Si vous avez des questions, je le rappelle, vous pouvez les poser directement dans le chat et écrire votre question. Et Lucia pourra soit lire cette question ou alors je lui dirai à l'oral cette question directement.
If you can't think of anything right now, don't worry. You can talk to me later. We can connect. Si vous n'avez pas de questions pour le moment, eh bien, pas de souci. Vous pouvez m'expédier vos questions par la suite et je pourrai y répondre par voie de mail ou autre. Donc, vous pourrez y réfléchir plus tard. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de poser une question. Ah, je vois une première question d'Adrien. Hi, Mhm. hi Lucia. Would you share? Ah, je sais pas. Yes. Would you share with us any How? data reference about how brain understands colors? Okay, I'll search for something. La première question s'est affichée dans le chat. En ce qui concerne les couleurs, il y a des aspects psychologiques importants, la façon dont le cerveau enregistre les différentes couleurs. C'est la raison pour laquelle certaines marques de luxe, de produits de luxe par exemple, utilisent des couleurs comme le noir ou autres, parce que il y a des significations particulières associées aux différentes couleurs. Merci pour cette réponse, Lucia. Ça me fait penser également pour la couleur du vert, pour la couleur de l'espoir. C'est vrai qu'on peut associer vraiment différentes couleurs à différents messages. Merci Adrien pour ta question. On a une question qui nous vient de Marc. Bonjour, comment gérer un message simple avec des résultats complexes? Par exemple, on peut montrer juste des moyennes, mais si on ne prend pas en compte les variances, les comparaisons n'ont pas de sens. Difficile pour un public novice. Yeah, you should pay attention more to what Il data faut you use. prêter attention aux données à expliquer, quels sont les messages à en retirer. Et on peut préanalyser pour le public visé pour en tirer déjà la signification importante. Excusez-moi, dit l'intervenante, mais mon anglais n'est pas assez bon pour expliquer. Et il peut toujours y avoir des documents supplémentaires avec des explications supplémentaires ou bien un graphique euh, n'est pas forcément utile à cet égard parce que ça appartient plutôt au milieu de la statistique. Euh, avoir, on peut voir comment euh, les données sont réparties et on peut voir la médiane et on peut comparer entre différents groupes de cette façon. Merci Lucia. Dernière question qui nous vient de Christelle. Bonjour, je suis aussi intéressé de recevoir les couleurs à utiliser selon la question de Adrien. Donc j'imagine qu'elle parle des différentes couleurs en fonction des différents thèmes, sûrement, peut-être. Oh, I said I will send you the all information I have on Oui, oui, color. je vais vous envoyer toute l'information que j'ai en ce qui concerne les couleurs. C'est vrai que c'est utile d'avoir cette information. Je vais partager cela avec tout le monde, donc je vous enverrai cela. Super. Merci Lucia. Dernière question de ma part, je me permets, parce que vous avez parlé au départ, Lucia, donc que vous étiez expérimenté sur Power BI et sur Tableau. On sait que c'est deux outils de visualisation de données très utilisés dans le monde aujourd'hui. Il y a parfois même un petit match entre ces deux outils. Est-ce que vous Mm. pouvez nous donner votre ressenti entre ces deux outils? Qu'est-ce que vous préférez utiliser aujourd'hui? Well, I have actually, it's not really been my choice because I prefer Tableau. I really Mhm. Je love préfère Tableau parce que j'adore la façon dont on peut préparer les graphiques dans Tableau, mais l'autre outil
fait partie de Microsoft et donc j'utilise les deux. Ce dernier permet de faire des copier-coller alors qu'on ne peut pas le faire dans Tableau, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais sinon, euh, ils, ils ne sont pas similaires. Donc, lorsque je passe de l'un à l'autre, j'ai des difficultés. Je ne me souviens plus forcément comment fonctionner avec les formules. Et je pense que les graphiques, finalement, sont mieux illustrés dans Tableau, sont plus beaux dans Tableau, en fait. Super. Merci Lucia. Je vois qu'on a d'autres questions, mais concernant peut-être des ressources supplémentaires, des liens que vous pourriez partager avec eux, la présentation en général. Donc on fera ça après. Malheureusement, on va devoir avancer sur l'autre présentation. Merci de poser vos questions, c'est super chouette. Mais il faut qu'on avance sur les autres présentations. Merci Lucie encore une fois pour votre présentation. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à notre deuxième présentatrice, donc Anastasia, qui nous vient, elle, d'Italie, donc Anastasia Komissarova. Merci encore d'être présente parmi nous aujourd'hui. Je te laisse la main, le micro est à toi. Allô, bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour cette opportunité d'être ici. Je suis très heureuse pour cette opportunité. Et je prenais le français à l'université, mais j'oubliais tout. Et aujourd'hui, je préfère présenter en anglais. Bien OK. sûr. Merci. OK. I will share my screen and Donc, je vais partager mon écran. okay. Can you see my screen, right? Est-ce que vous voyez mon écran? Okay, perfect. Thank you. Thank you so much. I'm very sorry that my Merci. like the others. It's not because I wanted to Excusez-moi, parce que ma présentation n'est pas similaire à celle de mes collègues, mais je voudrais parler des erreurs dans le domaine de la visualisation de données. Mais tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur moi. Je suis consultante à Information Lab. Nous avons des bureaux dans toute l'Europe et à Sydney, également une branche à New York. Nous sommes spécialistes de tableaux et je travaille dans ce domaine depuis 4 ans. J'ai commencé pendant la pandémie. Je souhaitais combiner ma passion pour la recherche et pour la visualisation de données. La visualisation de données, c'est un domaine idéal pour cette combinaison. J'ai commencé avec les Makeover Monday Challenges. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un concours hebdomadaire où l'on reçoit un jeu de données et il faut reconcevoir ces données, reconcevoir leur visualisation. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs qui sont reproduites par le public. Et j'ai décidé donc de structurer mes connaissances pendant quelques mois. J'ai donc analysé, ces challenges au cours de plusieurs mois, mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter brièvement les résultats de cette analyse. Les erreurs en visualisation de données peuvent être réparties en plusieurs groupes. Les erreurs fonctionnelles, d'abord, sont les pires parce que l'information est mal interprétée et donc les résultats présentés sont inexacts. Les erreurs de
communication sont moins graves, mais rendent la tâche difficile au, euh, au public de comprendre les données. Parce que la visualisation de données, nous savons de l'intervention précédente que euh, les informations présentées de façon visuelle sont plus faciles à interpréter pour le cerveau humain, permettent d'avoir accès rapidement à la signification des données présentées. Donc, j'ai préparé un certain nombre d'exemples basés sur mon expérience. La première erreur la plus souvent commise par les gens concerne la ligne de référence ou l'axe sélectionné, parce que parfois il y a différentes mesures et ces unités de mesure ont différentes valeurs en réalité. Par exemple, une valeur a un nombre important associé à un chiffre important associé et l'autre unité de mesure un très petit nombre. C'est une erreur fréquente lorsque on souhaite que le donné apporte un message spécifique plutôt que de vraiment considérer ce qui se passe. Il faut, même si l'on n'aime pas le résultat qui ressort des données, il faut, dans la mesure du possible, être aussi objectif que possible et interpréter les données et ne pas faire dire aux données ce que l'on souhaite voir. Il faut suivre donc les données, si je puis dire. Ceci est très utilisé, par exemple, pour la propagande. Par exemple, ici, il s'agit d'une courbe sur le changement climatique de 1999 à 2005. Et si l'on regarde simplement ce graphique, eh bien, on peut avoir l'impression que, en effet, il y a des fluctuations, cela monte, cela descend, l'augmentation des températures. Donc, nous pourrions tirer de cela que, effectivement, c'est cyclique, c'est normal que la température augmente et diminue à tour de rôle, mais en réalité, depuis 1980 jusqu'aux années 2000, 2000 jusqu'à 2010, nous voyons que il y a une augmentation régulière. Il faut donc bien comprendre le contexte et bien replacer les données dans leur contexte et sélectionner euh, euh, pour un message spécifique les données, eh bien, c'est à éviter pour vous-même, mais il faut également pouvoir le reconnaître si quelqu'un d'autre essaye de vous persuader de quelque chose en ne prenant, en ne sélectionnant qu'une partie des données. Il s'agit là des exemples d'erreurs fonctionnelles. Maintenant, je vais parler d'erreurs de communication. Voici un exemple tiré de mon travail. Au début, tout au début de mes recherches, c'est bien que je passe après Lucia qui a parlé du cerveau, de l'activité du cerveau et des raisons pour lesquelles la visualisation fonctionne ou non. Il y a parfois ce qu'on appelle le bruit visuel. La première règle en ce qui concerne la visualisation, c'est que moins c'est plus. Il faut d'abord partir de la principale question liée au projet, quels sont les points saillants à retenir et à partir de là, il faut retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple, dans le premier exemple, vous voyez que il y a beaucoup trop de choses qui sont représentées, qui ne sont pas très importantes. Si nous voulons
représenter 3 éléments seulement, à ce moment-là, il faut retirer les autres éléments. Ici, il faut savoir comment vous souhaitez regrouper vos données et cela va dépendre de la question de départ posée dans le cadre du projet concerné. Et puis, il y a le choix de la couleur. C'est également une erreur de communication. Le monde dans lequel nous vivons a des couleurs, des formes, des symboles qui ont des connotations particulières dont nous devons être conscients. Si je vous dis que cette carte représente les gammes de prix dans différents États des États-Unis. Alors, vous pourriez vous dire que, eh bien, à Hawaï, il y a plutôt de bons résultats, mais en fait, il s'agit de voir là où les prix sont les plus élevés dans les différents États et compte tenu de cela, eh bien, il serait préférable de sélectionner les couleurs représentées à droite parce que dans notre esprit, le vert, c'est quelque chose de positif, alors que le rouge, c'est quelque chose de préoccupant potentiellement. Dans différentes cultures, dans différents pays, les couleurs ont différentes significations et différentes connotations. Il faut donc être bien conscient du public visé, du contexte dans lequel on travaille pour éviter ce type d'erreur. Et enfin, il y a les erreurs liées aux erreurs d'information sur les graphiques lui-même. Il y a deux graphiques ici qui utilisent les mêmes informations, mais si l'on n'ajoute pas l'axe, eh bien, il y a le risque de mal interpréter le graphique comme à gauche, on peut croire par exemple qu'il s'agit de valeurs absolues et non pas de pourcentage. Donc, il faut vraiment préciser l'axe qu'il s'agit du pourcentage des ventes totales. Et personnellement, ça ne me plaît pas lorsque on place les pourcentages et les valeurs absolues sur le même axe, parce que c'est une source de confusion. Donc, c'est un petit peu polémique. Certes, tout le monde n'est pas d'accord, mais je voulais vous présenter cet exemple. En fin de compte, si nous voulons résumer revoir tout ce que j'avais dit, il faut, pour éviter les erreurs, eh bien, connaître son public. Quel que soit le projet sur lequel on travaille, il faut penser à l'utilisateur, à celui qui va examiner les graphiques, les informations, les données du projet. Il faut se demander ce que le public visé sait au sujet du domaine et il faut connaître le contexte soi-même et apporter les informations nécessaires. On sait qu'il y a des informations factuelles très importantes dans le jeu de données qui risquent de changer l'interprétation des données. Et si vous pensez que votre public en a besoin, eh bien, vous devez déjà préinterpréter les données pour le public. Et encore une fois, moins c'est plus. Il faut se concentrer sur les aspects saillants. Il faut que le projet permette de répondre à la question fondamentale, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire
Et enfin, utiliser les éléments visuels de façon intelligente. Et ceci découle de tous les autres éléments. Il faut connaître son public, connecter l'information correctement au visuel pour une présentation optimale. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, eh bien, je serais ravie d'y répondre. Si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, s'il vous plaît. Pas de questions particulièrement. Un message qu'on retient quand même sur les deux premières présentations, en tout cas, c'est vraiment connaissez votre audience. Là, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est vraiment important dès qu'on veut créer une nouvelle visualisation de données, de bien connaître son audience pour répondre au mieux possible. Merci beaucoup, Anastasia, pour ta présentation. Ah, on a une première question de Jonas. Which tool do you usually use for your data viz, Anastasia? Et désolé pour mon accent horriblement français. Well, it's changing over time. Most of the time I use Tableau. La plupart du temps, j'utilise Tableau parce que pour le moment, c'est le plus facile à utiliser qui existe sur le marché. Mais désormais, j'utilise par exemple Travel Scripts, donc des packages qui peuvent être customisés, euh, mais je, de toute façon, je continuerai à utiliser Tableau pour l'exploration de données parce que on peut très rapidement extraire les données que l'on souhaite avoir pour voir quelles sont les connexions, les liens et créer les visuels que l'on souhaite pour diffuser l'information. Merci, Anastasia. Merci. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir avancer sur l'autre présentation parce que le temps file et j'ai peur qu'on manque de temps à la fin pour entendre tout le monde. Merci encore Anastasia, je te remercie chaleureusement puisque si je me trompe pas, avec Lucia, il est quasiment minuit chez vous, donc c'est quand même assez tard. Donc merci d'avoir répondu présente encore une fois toutes les deux. Cette fois, je vais passer maintenant la parole à Émilie. Donc Émilie, je te laisse le micro et à ton tour maintenant de nous faire rêver. Bonjour tout le monde et merci beaucoup. Um, I will speak English for the presentation, but I understand Je vais the parler anglais, mais j'ai compris, je comprends les commentaires ou les questions en français, donc je pourrai y répondre dans une langue ou dans l'autre. et voilà. OK. Hello everyone, my name is Emily Bonjour, Barone. je m'appelle Emily Barone et j'adore créer des histoires de données. Dans le cadre de ma carrière en tant que journaliste, j'ai mis en place une spécialité. Je trouve des données ou des chiffres bruts et je les explique leur signification à travers des graphiques ou des cartes. Et mon objectif est de rassembler les parties les plus intéressantes des données dans un récit avec un début, un milieu et une fin. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques méthodes pour tirer des données, en faire un tableur et en faire ici une histoire, un récit intéressant. Tout d'abord, sachons ce que sont les récits visuels de différentes manières. Ce sont des histoires écrites en fait. Donc, vous pensez à un conte de fées, vous avez des personnages
qui sont dans un endroit, dans un temps spécifique, ces personnages font face à un problème et puis ils commencent à comprendre la solution. Avec données, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez placer vos données dans des diagrammes, des graphiques qui vous racontent quelque chose, qui vous donnent des idées, et ensemble, ces informations visuelles vous disent ce qu'il se passe et pourquoi ceci a lieu. Des fois, c'est un peu comme une série de graphiques qui sont ensemble pour vous raconter une histoire. Et des fois, c'est simplement un graphique qui peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, nous allons nous pencher sur des exemples des deux. D'abord, parlons un petit peu des éléments principaux de ces histoires visuelles. Tout d'abord, les personnages. Et toutes les histoires, pardon, des personnages. Une erreur que l'on fait souvent, c'est de penser que ces personnages sont des faits dans les données en tant que database. Mais en fait, les personnages sont les personnes qui doivent vraiment travailler avec ces données. Vos personnages sont tellement importants parce qu'ils vont vous aider à savoir quelles sont les données que vous allez utiliser. En fait, c'est votre public. Prenons un exemple. Si vous utilisez par exemple une base de données remplie de statistiques sur l'éducation, vous devez savoir si les personnages ou le public sont les élèves ou les enseignants ou les parents ou les gens qui font l'administration de l'école ou même le gouvernement. Parce que chacun de ces personnages aura un problème différent ou différentes questions à poser, différentes préoccupations sur l'éducation. Donc, connaître votre public vous permettra de savoir comment vous allez utiliser ces données pour raconter cette histoire. Puis, le cadre. C'est un contexte pour savoir d'où viennent les données et une période de temps que cela représente. Ensuite, vous avez l'intrigue. L'intrigue vous montre quels sont les problèmes ou quelles sont également les solutions. Tout comme un conte de fées, il doit y avoir une sorte d'arc pour cette histoire. Il faut savoir ce qui se passe et si tout va bien ou si ça ne va pas bien et pourquoi ceci a lieu. Puis, dernière question, c'est l'organisation ou comment vous voulez présenter votre information. Vous pouvez commencer par un graphique qui vous montre le problème et puis présenter des informations qui vous montrent comment vous y êtes arrivé. Ou alors vous pouvez commencer par un contexte historique et puis finir par la chose clé qui a lieu juste à ce moment-là. Donc, l'organisation est tributaire quelque part du format. Comment est-ce que vous présentez un tableau de bord, une affiche, une présentation PowerPoint ou, comme je le fais souvent, est-ce que vous écrivez un rapport écrit ou un article qui sera publié dans un journal? Parce que vous pourrez imaginer que ces formats différents vous donneront différentes structures pour raconter votre histoire. Voici une série de données tout à fait élémentaires que j'ai utilisées pour présenter les émissions carbone entre 1900 et 2020. À l'époque, quand je me suis penché sur ces données, la spéculation était que les confinements de la COVID en 2020 se seraient soldés par une réduction d'émissions de l'ordre de 7%. Donc, je voulais voir à quoi ça ressemblait dans le contexte des émissions historiques. Et je me suis trouvé devant des données brutes que j'ai nettoyées et j'ai pu vraiment présenter ici un graphique avec une ligne bien claire. Voilà comment on commence l'exploration des données. Mais ceci seul ne vous racontera pas le récit. C'est simplement un graphique et une ligne. Est-ce que je pouvais avoir une trame narrative seulement sur cette base-là? En fait, il a fallu que j'ai toutes les bonnes parties de mon histoire. Donc, tout d'abord, les personnages. Et à l'époque, je travaillais au magazine Time lorsque j'ai voulu présenter cela. Donc, mon public ou mes personnages, c'était les lecteurs du magazine qui voulaient savoir de quoi il s'agissait au niveau des émissions. Et je n'essayais pas d'impressionner, par exemple, les scientifiques du climat. Donc, j'avais mes personnages, mais après, je réfléchis à la vente. Enfin bon, l'espace, c'était la planète, c'était l'émission mondiale. Et puis plus tard, je me suis dit, ben, je vais aussi incorporer tout cela simplement pour les États-Unis. Ensuite, j'ai réfléchi au temps. Ah, bon, on revenait en fait en 1750, mais j'ai utilisé mes données simplement en utilisant les années industrielles, parce que comme vous le saurez, je voulais savoir comment les émissions liées à la crise de la COVID s'étaient soldées par une réduction des émissions. Et puis après, j'ai pensé à l'intrigue. Il y avait un début, un milieu et une fin, peut-être, je ne sais pas. Je n'étais pas trop sûr. Donc, je devais ajouter des informations sur la raison pour laquelle les émissions
augmentait aussi rapidement et puis était réduite au fur et à mesure. Donc, j'ai dû ajouter une bonne fin à mon histoire. Il a fallu que je fasse de la recherche pour savoir comment on pouvait donc réduire les émissions pour faire en sorte que les températures n'augmentent pas de l'ordre de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Donc, moi, l'idée, c'était de manière chronologique de présenter les choses. C'était la chose la plus facile à faire parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était un graphique et puis j'avais déjà mon espace-temps. Avant de vous montrer la version définitive de mon histoire de données, j'aimerais vous présenter quelques questions clés que vous pouvez vous poser vous-même alors que vous présentez une sorte de tableau de bord pour vos données. Tout d'abord, votre public ou vos personnages, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre de tout ce que vous allez faire? Quels sont les meilleurs points de données à vous montrer pour cette information? Est-ce que vous avez ces données ou est-ce qu'il faut faire davantage de recherche? Si le public est nouveau et ne connaît pas trop le sujet, est-ce qu'ils vont bien comprendre la graphique que vous allez montrer? Réfléchissez peut-être à des explications ou à un contexte supplémentaire à fournir. Comment est-ce que l'on peut organiser l'information pour que personne ne soit perdu avec toutes ces informations? Comment est-ce qu'ils peuvent voir le récit du début à la fin et aussi faire des liens clairs entre les différents points de données? Et enfin, comment est-ce que vous pouvez mettre fin à cette histoire pour qu'il y ait vraiment un appel à l'action? Donc, voilà à quoi cela ressemble en tant que produit fini. Vous noterez que la ligne ici, la courbe, en fait, est pleine d'informations supplémentaires. Les points clés sont ici mis en exergue. Vous avez des éléments visuels pour comprendre. Est-ce que cela raconte mieux une histoire que simplement un graphique avec une ligne, une courbe? Bien, voyons. On voit que sur le temps, les émissions, en fait, ont augmenté, ont été réduites, mais surtout ont augmenté. Les déclins sont notés comme un pourcentage, une réduction de pourcentage, puis c'est également en noir pour vraiment ressortir par rapport à la ligne en orange. Ceci vous raconte une bonne histoire sur la raison pour laquelle ces émissions ont été réduites. Grâce aux petites icônes, aux petits textes qui sont écrits ici, nous pouvons voir que les tendances de la réduction, en fait, ont eu lieu, notamment lorsqu'il y a des crises du pétrole, des pandémies ou des récessions économiques. Donc, j'ai ajouté aussi 2 éléments d'information pour ajouter au contexte. Tout d'abord, en bas, vous verrez que la température augmente dans le temps et j'ai ajouté également un petit camembert des sources de combustibles fossiles. Ceci nous prend des sources d'émissions et puis les changements de ces réducteurs d'émissions dans le temps. Et puis, je voulais aussi une fin très forte à mon histoire. Donc, vous pouvez voir ici que les émissions sont réduites ici. Nous sommes passés à 7%, ça c'était la prévision à l'époque. Mais je ne voulais pas finir mon récit ici. Il était beaucoup plus efficace de vous montrer l'augmentation de cette réduction par rapport à ce que les scientifiques disent qui est nécessaire, l'impact vraiment des informations et des données et de l'appel à l'action. Il faut vraiment faire quelque chose de très, très fort pour pouvoir réduire les émissions et notamment mettre fin à ce changement climatique et réchauffement climatique. Voici les prévisions des 7% qui n'étaient pas du tout correctes en fin de compte et que nous n'avons pas réduit ces émissions pendant la pandémie de Covid. La grande réduction qu'il va falloir faire est encore au-delà de ce que nous pouvons atteindre. Revenons un petit peu sur quelques questions que vous pouvez faire pour mettre en place une trame narrative. Tout d'abord, mettre en exergue les points qui sont importants. Les présentatrices précédentes l'ont également dit, donc apparemment, c'est vraiment très important. Vous pouvez ajouter des icônes visuelles. Vous pouvez aussi prévoir un petit peu de texte pour prévoir et présenter les moments clés de votre histoire. Vous pouvez ajouter d'autres couches de données aussi, qui peuvent être utiles pour le contexte. Et puis, présenter des informations contextuelles qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous regardons. Et enfin, terminer, conclure sur une fin très forte ou un appel à l'action. Les histoires de données peuvent être présentées avec différents visuels. Par exemple, lorsque vous avez un tableau de bord, il vaut mieux que tous les éléments visuels sur ce tableau de bord soient liés les uns aux autres, d'une certaine manière. Une bonne histoire de données sur un tableau de bord vous montre les causes et les faits et ou les différents scénarios qui se soldent par différents résultats. Mais les tableaux de bord sont les seuls endroits où il y a différents graphiques qui fonctionnent ensemble. Cette stratégie peut être également très utile dans des études universitaires pour montrer ce qui s'est passé pendant toute la recherche
ou alors dans des articles journalistiques pour vraiment sous-tendre l'article, le texte lui-même. Voici un exemple d'un recueil de visuels pour vous raconter une histoire. Je vais vous raconter présenter différents graphiques que j'ai préparés en 2020. C'était à l'époque, beaucoup de personnes n'allaient pas chez le médecin, ni à l'hôpital ou dans les centres des cliniques en raison de la distanciation sociale. Et à cause de tout cela, tout ce qui était ces structures de santé, en fait, était rempli de patients qui souffraient de la COVID. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas pu vraiment faire des dépistages pour pouvoir trouver des maladies de manière précoce, voire même des cancers. Et donc, il y a beaucoup de paragraphes sur tout cela. Et les graphiques très simples que j'avais dans l'histoire, en fait, étaient là pour essayer de sous-tendre ce que j'expliquais dans l'article. Mais la beauté d'une histoire basée sur les données, c'est que vous pouvez retirer le texte de l'article. Les graphiques peuvent être là, seuls, et vraiment porter la trame narrative. Donc, voyons un peu à quoi ça ressemble. Le premier graphique vous montre que les dépistages des cancers, en fait, ont connu une réduction par rapport à avant la COVID. Et donc, voici les dépistages pour 3 types de cancers. Le cancer du col de l'utérus, du côlon et du sein. Deuxième graphique, il s'agit d'un camembert avec une manière de dérouler les données. Vous voyez le nombre de patients qui souffrent de cancer, en fait, comme une réduction. J'ai présenté des données pour 6 types de cancers. Tous avaient le même type de tendance à la baisse et vous en voyez 3 ici à l'écran. Le troisième graphique continue de raconter la même histoire. On voit que les victimes du cancer du sein, en fait, n'ont pas connu de traitement, en tout cas plus tardif. Même ceux qui avaient ça pendant la pandémie avaient des problèmes pour pouvoir se faire guérir pour un traitement. On montre qu'un tiers des patientes ont dit que tout ce qui est rayons et chimio, en fait, n'avait pas vraiment lieu. Et puis, les tests laboratoires ont également été retardés. 80% pratiquement nous ont dit que leur rendez-vous avec les médecins avait été retardé après. Donc, plus de cancers n'étaient pas diagnostiqués et le traitement, en fait, avait lieu plus tard, ce qui veut dire que vous imaginez ce que le prochain graphique va vous montrer. Voici le dernier graphique que j'ai pu ajouter à mon histoire, à mon récit. Ça vous montre les perturbations médicales en 2020 qui ont été prévues pour avoir des effets plus longs. Votre graphique vous montre ici que les décès dus à tout cela pour les cancers du sein et les cancers du côlon ont augmenté. Plus de 10 000 en fait, personnes aux États-Unis on prévoyait que plus de 10 000 pouvaient décéder en raison d'un diagnostic, un traitement qui avait été retardé. Donc, voici ici une présentation des données qui est vraiment accablante, avec un narratif qui est très fort, alors que, en fait, ce sont des camemberts et des graphiques très simples qui ne sont pas non plus extraordinaires. Il n'y a rien de compliqué sur le visuel ici, mais ils fonctionnent ensemble pour vraiment raconter un récit de manière correcte. Voilà, moi j'adore aussi les longues histoires qui ont beaucoup de graphiques, qui sont les uns liés aux autres. Et plus on voit de ce type de stratégie visuelle, et notamment en journalisme, mieux c'est. En fait, beaucoup d'organisations utilisent ça pour raconter des histoires graphique par graphique, point de données par point de données et histoire par histoire. Du point de vue du récit, en fait, chaque graphique en fait, est une sorte de manière d'accrocher les gens pour la prochaine, ce qui va se passer après. Le public, en fait, lit ça comme un roman et utilise les visuels, absorbe les informations et tourne les pages comme un livre, un roman. Mais ce n'est pas seulement ça comme information. Peut-être que des fois, nous n'avons qu'un élément visuel sur un tableau de bord ou une page simplement dans un journal. Et d'après moi, cela prend beaucoup plus de créativité pour vraiment rendre une histoire beaucoup plus intéressante, alors que vous utilisez simplement un graphique avec des données qui sont très longues, il faut dérouler les choses, le narratif, en fait, est présenté de manière plus facile, alors que l'autre est plus statique. Il faut trouver une manière différente d'attirer votre public. Nous avons déjà parlé de tout ce qui est pandémie, cancer et autres problèmes. Je voulais terminer mon exposé par un exemple qui est un petit peu plus sympathique, un peu plus léger. L'exploration de la Lune. Voici un graphique statique qui vous présente bien une histoire dans un espace très restreint. La clé, c'est qu'il faut vraiment être délibéré avec vos données. Comme nous l'avons entendu précédemment, il faut inclure vraiment les données
clé, pas simplement au niveau du graphique, d'un graphique, etc. Donc, cette visualisation vous montre toutes les tentatives d'aller sur la Lune. J'ai pris cette série de données de manière très simple, c'est les tentatives d'arriver sur la Lune pour les humains, et il y a seulement le pays comme variable, le type de mission et le résultat. Et en fin de compte, c'est déjà pas mal d'informations qu'il va falloir ajouter sur un visuel. Mais nous prenons ces variables de manière très judicieuse. J'ai travaillé avec un artiste qui a pu intégrer des icônes, des couleurs pour essayer de présenter cette histoire. Et nous avons créé un espace pour déterminer les quantités d'informations qu'il va falloir raconter au début, au milieu et à la fin. Nous ne voulions pas trop d'informations pour trop perturber et avoir trop de choses sur ce visuel ou rendre les choses moins faciles à comprendre. Il y avait vraiment beaucoup de choses, il fallait savoir ce qu'il fallait utiliser comme information, mais ce qu'il fallait avoir, c'est vraiment un récit simple. Donc, prenons quelques instants pour regarder ce graphique. Vous verrez qu'il n'y a que deux pays qui sont arrivés à des tentatives d'exploration de la Lune entre 58 et 76. Les États-Unis en bleu et l'URSS en rose. Plus tard, la Chine en vert domine ces explorations. Revenons là-dessus, vous voyez le nombre de succès qui devient beaucoup plus fréquent dans le temps. Et puis, regardez encore un petit peu plus et vous verrez que le nombre de personnes qui sont arrivées sur la Lune devient de plus en plus fréquent. Ce ne sont pas plein seulement ceux qui ont un impact ou qui orbitent autour de la Lune qui ont des succès. Donc, l'histoire dans son ensemble sur la guerre froide et le fait d'arriver dans l'espace, la chasse à tout cela, l'augmentation vraiment de ces missions, et toutes les nations qui étaient à la tête de tout cela, devient un tout petit espace. En fait, le visuel arrive à vous laisser une sorte d'idée de continuum. Grâce à tous ces textes écrits ici, vous vous rendez compte qu'à la fin de cet espace-temps, les barrières, en fait, tombent et la découverte, en fait, a été lancée. Ce format n'est peut-être pas mieux qu'une grande, longue histoire à raconter, mais en fin de compte, l'objectif est le même. Vous voulez faire participer votre public avec une histoire bien solide et ne pas avoir trop de choses qui les distraient. Est-ce que vous êtes prêts à vous raconter votre propre histoire? Moi, je vais vous laisser je vais vous conclure par quelques éléments de résumé. Ne vous lancez pas là-dedans directement. Prenez du temps pour absorber les données et prenez du temps pour en faire une trame narrative assez puissante. Utilisez un tableau de bord, posez des questions pour faire passer l'information avec un début, un moyen, un milieu et une fin. Utilisez des couleurs, des icônes et du texte lorsque vous en aurez besoin pour que les personnes qui vous écoutent et lisent puissent vous comprendre et vous suivre. Donnez du contexte, des informations contextuelles lorsque cela est nécessaire pour que les données aient du sens, mais n'allez pas non plus ouvrir des parenthèses. Et puis n'oubliez pas vos personnages, encore une fois, vos personnages, c'est votre public, les personnes qui participeront à votre voyage, donc les problèmes, les contextes, les solutions dont ils ont besoin pour arriver comme il faut à la fin. Merci beaucoup et je suis là pour des questions si nous avons le temps de passer à des questions. Pas de questions de votre côté? En tout cas, si vous en avez, vous pouvez toujours les écrire dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà, c'est possible que vous ayez des questions qui vous viennent durant le webinaire, donc pas de souci de ce côté-là. Moi, j'avais quand même une petite question, Émilie, si je peux me permettre. J'aimerais savoir un peu quel a été ton plus gros challenge, on va dire, dans ta carrière pour l'instant, pour justement faire un visuel, en tout cas une belle data vise, que ce soit tes différentes expériences au Time, par exemple. Voilà, quelle est la fois où tu t'es dit, bon là, ça va être compliqué, et comment tu as réussi à, à remplir ce challenge finalement, par rapport à la base de données que tu avais au départ, et ce que tu voulais en faire par rapport à ton audience à la fin, sûrement de vulgariser justement ton sujet. Yes, alors, ah, t'es en mute. Ah oui, je te remets. C'est bon. Normalement, tu vas pouvoir
parler de nouveau. C'est bon. Oui, je répète. Pas de souci. Pas de problème, Émilie. Je voulais savoir, tu nous as montré plusieurs datavises que tu as fait durant ta carrière, et je voulais savoir, durant ta carrière, quelle a été la datavise qui t'a donné le plus de difficultés, en fait, à produire, quel était ton plus gros challenge en termes de datavise, et justement, comment tu as réussi un petit peu à remplir ce challenge, en tout cas, à y voir un certain succès à la fin. Ouais, que il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de créativité qui peut être poussée dans un petit coin dans une page, par exemple. Oui, ça c'est très difficile. Et la solution pour ça, évidemment, ça c'est à choisir euh, euh, les données le plus important euh, pour construire une histoire qui est intéressante et qui n'a pas beaucoup d'autres données euh, euh, extra euh, supplémentaires. Alors, euh, mais il y a des autres problèmes aussi pour les sites de web. Euh, et ça, c'est l'accessibilité. Moi, je trouve que il y a des problèmes avec les illustrations dans le web qui ne sont pas accessibles pour les gens qui ne peuvent pas couleurs ou en fait la représentation des données. Ça, c'était en particulier un grand problème pendant la pandémie parce que beaucoup de gens ont besoin d'avoir des infos sur les chiffres des cas de COVID, les morts de COVID. Et quand les données n'étaient pas accessibles. Ça, c'était en fait un problème euh, de santé pour tout le Hmm, monde. Oui, hmm. ça, c'était un moment dans notre histoire où tout le monde dans notre industrie a rendu compte que on doit changer la manière euh, de notre profession. On doit changer les couleurs, on doit changer le alt text dans les visuels sur les sites web. Et ça, c'est parce que si il n'y a pas assez euh, d'accessibilité, en fait, l'information et les données et les chiffres sont invisibles. Et ça, Ok. Hmm. et quel dommage, oui. Oui, oui, oui. Alors, Ok. les deux problèmes pour moi. Super. Merci beaucoup, Émilie. On a deux questions dans le chat en français. Malheureusement, il va falloir que j'avance sur la prochaine présentation. Tu parlais d'accessibilité, notamment de la donnée, et ça, et de la database de manière générale. Et ça me permet de faire une belle transition vers notre prochaine présentatrice, qui est Emilia, et qui va justement nous parler d'accessibilité concernant les visualisations de données. Bien sûr, j'ai vu vos questions. On va essayer d'y répondre à la fin. Donc, je garde vos questions de côté, Odette et Marc, et je les note de mon côté et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Emilia, encore une fois. Émilie, pardon. Et puis maintenant, je passe la parole à Emilia, justement. Alors,
me? Bonjour Emilia, on t'entend très bien. Excellent. Uh, Here we are. Okay. Hi, everyone. My name is Amelia Ruzicka. Bonjour, je m'appelle Emilia Ruzicka. Je suis journaliste en données, productrice. Je raconte des histoires, des récits aux États-Unis. Et mon exposé est sur le fait de rendre la visualisation des données plus accessible pour tous. Émilie a donc bien lancé les débats et la transition est très bonne suite à Émilie. Très rapidement, une clause de non-responsabilité, il s'agit d'un cours rapide en accessibilité. Cela ne couvre pas du tout ce qui est aspect d'accessibilité, de meilleures pratiques en matière d'accessibilité. C'est juste une introduction à cette idée de l'accessibilité à la visualisation des données pour pouvoir vraiment commencer. Bien, donc pour commencer, nous allons parler un petit peu des réflexions que vous devez avoir en ce qui concerne l'accessibilité et couleur. Est-ce que vous le faites, vous devez réfléchir à deux aspects de la couleur. Tout d'abord, l'aspect lui-même physique, le pigment de la couleur et dans la couleur, et après, là, l'éclat ou la brillance ou la luminosité. Est-ce que c'est quelque chose qui va être très fort au niveau de la couleur ou moins fort, plus fade? Donc, vous voyez ici à gauche, par exemple, deux lignes de couleurs. Une qui est les couleurs avec le pigment qui est inclus. Et puis, deuxième élément, les couleurs où on a retiré ce pigment de couleur, où vous avez donc une sorte d'échelle de couleurs, alors que toutes ces couleurs, en fait, peuvent être incroyablement faciles à différencier lorsque l'on peut voir vraiment la pigmentation de la couleur. Peut-être que ce n'est pas le cas lorsque ceci est retiré. Et vous voyez ici que le rouge à la gauche de l'écran et le violet magenta en fait sur la droite. Peut-être que vous ne verrez pas vraiment la différence entre les deux si nous prenons la forme grise en bas. Même chose pour le vert et le bleu qui se ressemblent un petit peu. Ce qu'il faut faire en général lorsque vous ajoutez la question de la visualisation des données, c'est que non seulement vos couleurs doivent fonctionner dans leur forme, dans leur ensemble, mais aussi lorsqu'on les retire de tout cela. Autre réflexion, c'est que vos yeux doivent pouvoir le voir. Maintenant, vous voyez en fait une sorte de rouge foncé, rouge moins foncé, vert plus foncé. Mais en fin de compte, tous les rouges sont de la même couleur et tous les verts sont exactement la même couleur. Tout dépend de ce que vous mettez derrière. Euh, le vert, en fait, interprète, si vous voulez, la pigmentation ou la luminosité de cette couleur différemment. Lorsque vous choisissez des couleurs pour la visualisation des données, vous voulez vous assurer que non seulement vous, en tant que chercheur, vous pouvez faire des distinctions entre les couleurs, mais également que votre public puisse les chercher, donc les trouver, pardon. Mais vous devez donc prendre en compte, par exemple, les personnes qui sont daltoniennes. Vous pouvez utiliser différents types d'outils. Moi, j'aime beaucoup Coblis, Coblis, Coblis. Vous pouvez le voir, il fonctionne bien, par exemple, sur la photo en haut, à droite, et vous pouvez télécharger une photo et sélectionner simplement le type de test de daltonisme. Vous verrez que si quelqu'un qui est daltonien, ce type de daltonisme, verra si oui ou non vous voyez la même image que lui. Si vous utilisez Data Wrapper pour votre création de visualisation de données, Data Wrapper a également ce type de fonctionnalité pour tester différents types de daltonisme et vous pouvez également les prendre en compte. Mais indépendamment de ce que vous faites, si vous téléchargez par exemple une partie de la palette de couleurs que vous allez utiliser pour un projet de design ou de visualisation de données, et cela peut être très, très utile pour différentes différenciations de couleurs. D'autres indicateurs que vous pouvez utiliser ne seront peut-être pas la couleur pour cette visualisation de données. Vous voyez ici sur le graphique en bas de cet écran, cette personne qui utilisait non seulement les couleurs pour faire la différenciation entre les différentes courbes, mais également différents types de textures de lignes et de poids de lignes. Par exemple, vous avez un petit pointillé qui peut être utilisé pour des personnes qui sont daltoniennes ou peut-être des gens en général qui, pour faire la distinction entre les différentes catégories que vous essayez de représenter. You might want to consider En outre,
Vous pouvez également sélectionner une couleur de base. Cela a déjà été évoqué dans une intervention précédente pour créer, par exemple, pour un infographique que vous souhaitez être, par exemple, particulièrement luxueux, brillant. Si vous parlez en revanche de l'environnement, peut-être que vous choisirez le vert pour l'eau, le bleu, etc. Donc, vous voulez suggérer ces connexions dans l'esprit du public visé. Vous pouvez également vous adapter aux conditions de daltonisme ou tenir compte de cela ou de problèmes divers de vision, modifier le fond, utiliser par exemple un ratio de 1 à 3 pour les titres et d'autres ratios pour les textes internes, donc plus ou moins des polices plus ou moins larges. Vous pouvez modifier les valeurs pour le fond et vous pouvez savoir si les valeurs que vous rajoutez par-dessus le fond, s'il y a un contraste suffisant entre les deux qui permettent véritablement au public visé de voir. Il y a également quelque chose d'autre qui est utile et qui peut être fait pour que les gens voient bien, c'est d'apporter du alt-text. C'est ce qu'un lecteur d'écran utilise pour lire une image sur une page web, par exemple, sur un site web. Pour les personnes qui ont des difficultés de vision, cet outil peut être utilisé pour aider la lecture sur un ordinateur. Donc, en visualisation de données, il faut s'assurer que l'on explique aux personnes de quel type de visualisation il s'agit. Est-ce que c'est un camembert, un graphique, des colonnes? Il faut ensuite identifier la source de données, si ça n'est pas déjà mentionné dans le texte qui accompagne les visuels. Donc ici, il faudrait peut-être inclure le fait que cela provient du National Labour Organization Board et puis il faut également expliquer s'il y a une tendance à la hausse, à la baisse ou pas de tendance. Qu'est-ce que l'on tente de communiquer par le biais de ce visuel? Eh bien, il faut le dire dans le alt text. Il faut l'expliquer dans le alt text de sorte que quelqu'un qui a une vision parfaite puisse ou qui a des difficultés de vision puisse en retirer le même message que quelqu'un avec une vision parfaite. Donc, par un exemple ici à l'écran, une ligne, donc des lignes et colonnes qui permettent de voir comment l'activité des syndicats a diminué alors que l'approbation du public par rapport aux syndicats a, elle, augmenté. Donc, si l'on ne sait pas comment rédiger du alt text, voici une méthode que vous pouvez utiliser. Donc, vous dites, voilà, vous avez le type de visuel de données, utilisant des données donc mentionnez la source, et qui montre que donc le message a retiré des visuels présentés. Vous pouvez utiliser cette formule et ne jamais oublier ces trois éléments-là qui sont les éléments essentiels. Les graphiques interactifs sont de plus en plus courants, nous l'avons dit, le storytelling.
où donc la visualisation est dynamique et il faut que ceci soit accessible également à tous. Les fonctions de hover ne sont pas accessibles à ceux qui n'utilisent qu'un clavier. Qu'un clavier. Mais il y a de nombreuses raisons, personnes qui ne peuvent pas utiliser de souris, donc ils ne se servent que du clavier. Et si c'est le cas, pour inclure la fonction de hover pour la visualisation, il faut pouvoir permettre l'interactivité par le biais de clics. Et de cette façon, ceux qui ne se servent que du clavier peuvent interagir, donc avoir une relation interactive avec les visuels que vous présentez. Parfois, il s'agit de graphiques qui eux-mêmes euh, bougent, sont en mouvement, mais ça peut être parfois sous des formats nouveaux, peut-être que c'est nouveau également. Et donc, pensez dans ce cas à orienter le public de façon à leur permettre cette première interaction. Vous avez un exemple à l'écran. Il y a ici une visualisation interactive et en bas de l'écran, il y a une instruction pour avancer et pour les personnes qui n'utilisent que le clavier. D'autres choses à savoir en ce qui concerne l'accessibilité. Qui a besoin de l'information et quelles sont les adaptations à faire pour l'accessibilité de ce public? Est-ce que vous avez par exemple un tableau de bord COVID qui permet à tous d'avoir accès aux données concernées? Il faut donc se poser la question du degré d'accessibilité et du public visé. Peut-être que vous connaissez toutes les personnes visées parce que c'est simplement un conseil d'administration dans une entreprise ou bien vous connaissez le degré de capacité, de compétence du public visé et la façon dont ils vont pouvoir eux-mêmes interagir, avoir accès. Il faut également s'assurer que les polices sont suffisamment larges pour être lues sur tout type d'écran. Parfois, les gens ont accès aux données par leur téléphone portable et bien entendu, il s'agit là d'une taille d'écran très différente d'un ordinateur. Donc, il faut que les polices soient suffisamment larges et réfléchissez donc aux différents types d'écrans. Si vos visuels ne s'adaptent pas, par exemple, à certains formats, les téléphones portables, par exemple, eh bien, il vous faut une note le précisant sur votre ordinateur pour que les gens sachent que ça ne sera pas, la lecture des visuels en question ne sera pas aussi bonne et pour recommander donc aux personnes d'avoir accès à l'information concernée par d'autres moyens ou bien simplement pour les informer qu'ils n'auront pas sur leur téléphone un aussi bon accès. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, de savoir si le public va pouvoir utiliser les visuels correctement, eh bien, écrivez-le, donnez-leur un texte écrit sur parce que le texte sur les sites web, eh bien, c'est toujours accessible pour ceux qui utilisent pour les lecteurs sur écran et les utilisateurs de clavier. J'ai moi-même rédigé un article sur toutes ces questions que je serais très heureuse de partager avec vous et qui contient de nombreuses ressources. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations également sur
mon travail en ce qui concerne l'accessibilité, eh bien, vous pouvez avoir accès à ma page. Et si vous souhaitez me suivre, eh bien, je vous recommande d'accéder également à mon blog sur un médium dont vous avez l'adresse ici. Voilà, merci de votre Merci attention. Je beaucoup, serai Émilie, heureuse de pour répondre cette à des présentation. questions. Thank you, Encore une Emily. fois, si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Ça m'a rappelé juste une petite anecdote de mon côté. Je devais faire une présentation pour montrer les exports et les imports d'un pays. Et j'avais choisi le vert et le rouge. Et je me suis fait un peu reprendre justement sur l'utilisation de ces couleurs, puisque c'est vrai que pour les daltoniens, c'est très difficile de voir la nuance entre le vert et le rouge. Et en l'occurrence, mon graphe était très difficile à voir pour eux. Et donc, j'ai dû justement utiliser l'outil dont tu parlais, donc Coblis, qui est un bon outil justement pour se mettre à la place d'un daltonien. Et petite stat importante à savoir pour tout le monde, quand vous faites de la visualisation de données, on estime quasiment 10% des hommes sont daltoniens. Donc c'est quand même assez énorme, un homme sur 10 quasiment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait de la visualisation de données, de rendre accessible cette visualisation de données à tous. Et c'est très bien que tu le ressoulignes encore une fois. Donc merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je vais devoir avancer, mais sinon, encore une fois, posez-les dans le chat et on y reviendra à la toute fin, quand il nous restera quelques minutes. Merci, Emilia. Je vais maintenant passer la parole à notre dernière présentatrice, donc Jill Brown, et qui va nous parler cette fois d'autre chose encore, mais je la laisse présenter son sujet. Merci, Jill. Je te laisse reprendre la main et nous partager ta présentation. Perfect. Hello, everyone. So excited Oui, to bonjour. my screen share up and Bonjour running. à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous et de vous faire cet exposé. Can you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Thank you. Perfect. So, hello, Très everybody. bien. My name is Jill Bonjour, Brown. je I'm m'appelle a white woman from the United States. Jill I'm wearing Brown. a top and a jean jacket. I have long blonde Je hair viens and des no glasses. États-Unis. J'ai Super excited to be here today les and cheveux to talk longs, about au ethical burn, je communication porte for une veste en small jean. Je suis très business. heureuse So, de vous parler just a little bit aujourd'hui of context for de me. DataVis au service My du current job bien title is social. Public Health Communications Researcher at Je RTP, suis chercheuse en communication, de publication et en dehors du travail, je suis bénévole auprès d'un certain nombre d'associations à but non lucratif qui soutiennent la visualisation de données et effectuent des analyses de messages et de données. Aujourd'hui, il y a trois résultats que nous visons: définir ce que c'est que la visualisation des données au service du bien social. Il faut également considérer les différences en ce qui concerne l'approche des projets au service du bien social et évoquer les opportunités qui se présentent dans l'espace du bienfait, du bien social dans ce domaine. Je voudrais que vous soyez réflectif sur cette question de la visualisation de données au service du bien social et que vous en tiriez ce qui est utile pour vous. Euh, vous vous dites peut-être oh, ça pourrait être intéressant et d'autres peut-être se demandent mais qu'est-ce que cette dame, c'est une militante ou quoi, de quoi est-ce qu'elle parle? Et puis il y en a peut-être d'autres qui se disent oui, j'étais impatient que quelqu'un parle de cela, mais quoi qu'il en soit, vous avez sans doute une idée, une conceptualisation du bien social, du bien-être social. Mais c'est compliqué en réalité. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Et c'est de là que je voudrais partir. Je sais ce que c'est que la visualisation de données, mais qu'est-ce que c'est qu'au service du bien social? Eh bien, il y a
On peut parler d'impact social positif, de ce qui affecte positivement le plus grand nombre. Euh, euh, mais toutes ces définitions du bien social ne sont pas toutes les mêmes. Moi, euh, euh, je suis d'origine classe moyenne, blanche. Je fais partie d'un certain groupe social. Donc, ma version de ce qui est bien ou bon est certainement différente de la vôtre parce que nous avons des perspectives et des origines différentes pour de nombreuses personnes. Il s'agit pouvoir avoir accès à la technologie ou avoir accès à de la nourriture saine et de l'eau potable et ainsi de suite. Et donc, l'une des choses que je recommande, c'est qu'il faut se pencher sur les intentions et les objectifs de l'organisation concernée, ou bien on peut se porter volontaire, bénévole auprès d'une organisation. Quelles sont ses intentions? Si la définition utilisée parle du bien-être des communautés servies ou avec lesquelles on souhaite s'engager. Donc, c'est la définition du bien pour cette communauté dont on parle. Et cette collaboration avec les communautés, c'est parfois ce qu'on appelle la co-création ensemble, et c'est quelque chose d'important dans ce domaine du bien-être ou du bien social. Donc, partant de cette définition du bien social, c'était ce que je voulais considérer, mais je crois qu'il faut évoquer tout d'abord un certain nombre de questions. Est-ce que les bonnes voies sont représentées? Et ça participe de la définition du bien social. Parfois, on a un jeu de données qui provient d'un groupe dont on connaît le mode de vie, la culture, les traditions. Est-ce que les données proviennent de la communauté dont on raconte l'histoire ou d'autres sources? Si possible, doit permettre aux communautés de raconter leur propre histoire, leur propre narration, et c'est une opportunité d'engager la communauté en question, ou bien on peut tenir des conversations pour savoir ce que cela veut dire exactement que de servir la communauté en question. La deuxième question à se poser, quelles sont les conséquences non intentionnées des travaux engagés? Comment est-ce que les visuels que l'on crée peut avoir des conséquences autres que celles qui sont visées? Par exemple, si l'on montre qu'un segment de la population a moins d'heures de travail par semaine que d'autres groupes. Ça peut être intéressant à partager, mais est-ce que vous avez considéré les conséquences que ce que d'autres pourraient penser de cela, d'autres groupes qui pourraient se dire, penser de ce groupe, c'est un groupe paresseux qui travaille moins que les autres. Donc attention, lorsque l'on partage des visuels, donc par contraste avec des situations telles que celle-ci, lorsque l'on prend des décisions sur la façon dont on représente les choses, eh bien, il faut s'adresser au public, penser aux autres raisons qui font que ce segment de la population travaille moins. Peut-être qu'il y a des problèmes d'accès, de transport pour se rendre sur le lieu de travail et ainsi de suite. La troisième question à se poser, c'est il faut vous mettre à la place des points de contact des données. Si vous êtes représenté par les données présentées, eh bien, qu'est-ce que vous ressentiriez si vous vous mettez à leur place? On a parlé de la représentation par couleur et suivez également l'intention.
si vous représentez un groupe d'une certaine façon, il faut qu'il y ait une bonne raison pour cela. Au cours des recherches ont montré que bien souvent, dans les graphiques, pour représenter les femmes, on parle de petits symboles qui les représentent avec une plus petite taille que les hommes. Et ça ne semble pas nécessairement approprié et plutôt donc, il y a de nombreux exemples de cela, des effets de la représentation par couleur ou par taille. La couleur a beaucoup de signification et d'émotion. Il ne faut pas mélanger les messages en montrant une couleur, par exemple, qui a un signifiant disconnecté du message que l'on souhaite faire passer. Il faut donc vraiment fonder ses choix dans ce domaine. Et, et la dernière question, est-ce que vous avez vraiment tiré le meilleur parti des données? Est-ce que c'est le bon rôle pour vous? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu le faire mieux? Dans la communauté. Donc, pour toute représentation, il faut, avant la publication, tester le message, avoir des retours sur peut-être qu'il y a des nuances perçues à ce moment-là que vous n'aviez pas prévues parce que vous ne connaissiez pas, vous n'aviez pas l'intention, mais vous avez fait passer un message problématique. Donc, euh, vous devez vraiment avoir les retours des communautés visées. Il n'y a pas un chemin direct de l'utilisation des données pour le bien social. Et donc, il semble que certaines personnes aient une trajectoire directe vers l'impact, mais en réalité, lorsqu'on creuse, on se rend compte que ça n'est jamais facile. Il faut vraiment creuser, se poser des questions. Il y a des méthodes légèrement différentes d'utilisation des compétences. Les meilleurs exemples, c'est souvent dans le domaine des organisations à but non lucratif ou bien dans les instituts de recherche. Euh, donc, parce que les chercheurs, dans le cadre de la recherche, on se préoccupe peut-être un peu plus des points de contact, des retours de la communauté. On peut, quoi qu'il en soit, utiliser ces compétences euh, pour améliorer toujours. Il y a toutes sortes de projets visant à servir le bien social et toutes ces organisations que j'ai mentionnées ici sont bien souvent prêtes à partager leurs résultats. Des organisations comme DataKind qui se préoccupent davantage de l'aspect scientifique, qui publient également des rapports. D'autres organisations, Catch a Fire, Volunteer Match, sont des lieux où l'on peut trouver des, des tâches pour les volontaires bénévoles parce qu'ils donc ils relaient des annonces de ce type lorsque des organisations ne peuvent pas forcément se payer des services payants. Et puis, il y a également du freelancing en bénévole qui est possible. Euh, pour terminer,
Je ne vous ai pas présenté un guide étape par étape de la visualisation des données au service du bien social, mais j'ai essayé de souligner les opportunités qui se présentent dans ce domaine. L'un de mes rôles en tant que bénévole dans cet espace et en tant que directrice de la société de visualisation des données, nous œuvrons pour la visualisation de données au service du bien social dans le monde entier. Nous avons des membres dans le monde entier et nous cherchons à euh, permettre des discussions en ligne, des échanges de perspectives, ainsi qu'un programme de mentorat et d'autres activités pour les personnes en début de carrière ou même les professionnels plus aguerris. Donc, nous avons, voilà, je voulais également partager cela avec vous. Je sais que il n'y a plus beaucoup de temps, donc Merci je beaucoup Marie termine pour ta ici. présentation. C'était super intéressant. Je trouve une belle conclusion aussi sur ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et cette fois, si vous avez des questions, vous pouvez même lever la main directement pour poser directement votre question à Jill ou même d'ailleurs à Émilie, par exemple, ou nos deux autres présentatrices qui ont parlé avant Jill. S'il n'y a pas de questions qui viennent directement pour Jill, je vais juste poser des questions précédentes. Ah, une question. Ah, ok. Donc, Émilie a répondu aux questions précédentes. Donc, merci, Émilie. J'allais te passer la parole justement pour que tu puisses répondre aux questions précédentes. Mais ça me permet de switcher cette partie. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste que quelques minutes pour terminer ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pourrez même nous les transmettre et on pourra aussi les transmettre à nos présentatrices qui, je pense, seront heureuses de répondre à ces questions même après ce webinaire, ce Talanoa. Donc, ce que je vais faire pour la fin de cette session, je vous propose tout simplement d'avoir une session donc avec cette fois Wissy qui va nous faire donc une belle conclusion de ce webinaire. Elle avait déjà réalisé cet exercice l'année dernière, brillamment en tout cas, je trouve, de résumer ce webinaire dans un défi euh, assez complexe puisqu'elle va essayer de résumer tout ça, tout ce qui a été dit en 5 minutes. Donc, beau challenge pour ma collaboratrice Wissy du gouvernement. Je vais partager ma présentation et je vais lui laisser la parole ensuite. Alors, je vais partager mon écran et Lucie va Oui, pouvoir prendre la c'est parole. bon. Vous m'entendez? Oui, tu m'entends. Ok, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui, d'où que vous soyez dans le monde. Merci à ceux qui sont restés éveillés aussi si tard ce soir, mais je pense que cela en valait le coup puisque nous avons eu 5 présentations exceptionnelles de nos stars de la DataVis. Donc merci déjà à Lucia qui a dû nous quitter parce qu'il est presque 1 heure du matin chez elle en Allemagne. Elle nous a fait une présentation très intéressante qui nous a permis de comprendre comment utiliser les principes de fonctionnement du cerveau pour justement créer des dataviz qui vont avoir de l'impact sur le lecteur. D'ailleurs, suite à la question d'Antoine sur les ressources bibliographiques sur le sujet des couleurs à utiliser, Lucia a déjà pris le temps de nous partager les liens utiles. Je vous les ai mis dans le chat. Puis merci à notre chère Anastasia qui nous vient, il me semble, de New York City, mais qui nous a fait l'honneur de sa présence en direct depuis l'Italie, où il est très tard également maintenant. Anastasia nous a présenté les principales erreurs à ne pas commettre dans nos dataviz, que ce soit des erreurs d'ordre fonctionnel ou des erreurs de communication. Donc, chers potentiels participants au Pacific Dataviz Challenge, pensez bien à tenir compte de ces superbes conseils d'Anastasia pour créer votre DataVis sur le thème de la nourriture. Ensuite, notre magnifique Émilie qui nous vient de Connecticut aux États-Unis. Émilie nous a fait une présentation à la fois passionnée
et passionnante sur l'art du storytelling, avec des exemples bien précis et clairs. Merci Émilie pour ces belles démonstrations qui nous ont fait bien réfléchir et qui vous ont sans doute inspiré, chers auditeurs, pour raconter votre propre histoire avec nos données sur la nourriture dans le cadre du challenge. Car je vous rappelle que le storytelling est un des 4 critères sur lesquels seront évaluées vos soumissions au concours. Donc n'hésitez pas à revoir le replay, peut-être pour mieux intégrer et appliquer ensuite ce que Émilie nous a partagé avec générosité. Merci encore Émilie. Sans oublier Emilia qui nous vient de Charlottesville, des États-Unis. Emilia, ce sujet de l'accessibilité de la data vise était vraiment, vraiment intéressant. Effectivement, la notion d'accessibilité, c'est un sujet complètement d'actualité dans le monde de la data vise. Et merci de nous avoir réveillés à cela, car effectivement, quand on parle de data vise, on parle de rendre les choses plus facilement compréhensibles pour notre cible, mais n'oublions surtout pas toute une partie de notre public qui peut avoir, par exemple, des difficultés visuelles. Donc, merci Emilia. Et enfin, nous avons terminé avec Gilles qui nous a expliqué comment l'art de la data vise peut être utilisé pour accompagner les actions des organisations à but non lucratif, pardon, dans l'objectif de faire un monde meilleur et tout en ne négligeant pas les aspects éthiques. Merci Gilles de nous inspirer à utiliser la data pour le bien commun. Pour conclure, le timing était serré effectivement et nous aurions tous aimé en apprendre encore davantage de notre 5 stars internationales. Elles étaient vraiment inspirantes. Chaque sujet abordé par nos stars inclut des tas de sous-sujets qui mériteraient des heures et des heures de développement tout aussi captivants. Mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, dans l'immédiat, nous vous partagerons sur le site web les supports de présentation de nos 5 stars dans les prochains jours ainsi que les replays en français et en anglais. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou même par email. Léo vous partage le lien, tous les liens utiles. Sachant que vraiment, n'hésitez pas à nous dire peut-être les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde également une prochaine fois pour que l'on approfondisse justement. Peut-être que nous pourrions organiser effectivement d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous dire tous vos retours qui nous sont très, très précieux pour nous améliorer. Merci à nos 5 stars internationales qui étaient vraiment incroyables. Merci à vous tous pour votre présence. Et je laisse la main à Léo juste pour le petit jeu de la fin. Merci beaucoup ici. Encore une fois, challenge rempli. Bravo à toi. C'était très intéressant. J'ai même envie de t'écouter à la radio presque. J'espère que tu seras recruté bientôt chez France Inter. J'ai trouvé ça très bien résumé. Merci beaucoup ici. Donc très bien, on va passer sur le jeu de la fin. Je voulais juste vous repartager encore une fois nos différentes informations. Donc Wissi a parlé du site web, mais notre email générique aussi, derrière lequel on est avec Wissi pour répondre à toutes vos questions concernant le Pacific Data Viz Challenge. On le rappelle, le Pacific Data Viz Challenge, c'est tout le mois de septembre. Il vous reste encore plus d'une quinzaine de jours pour remplir ce défi et ce beau challenge que vous pouvez vous accorder. Donc on est sur LinkedIn, on est aussi sur Facebook et on est aussi sur Twitter. On a beaucoup de matériel à vous partager là-dessus et beaucoup de vidéos ont été faites déjà. Donc n'hésitez pas à les liker, commenter, partager et faire vivre finalement ce challenge dans le Pacifique et dans le reste du monde. Dernière question pour conclure là-dessus. Je vous souhaite évidemment de pouvoir rejoindre ce Slido encore une fois, soit de scanner ce QR code, soit de réutiliser le lien que je vous ai partagé en début de session, s'il vous plaît. L'idée étant de se quitter sur un exercice que j'aime bien faire en fin de session, en fin de Talanoa ou de webinar. Donc je vais repasser sur Slido maintenant. Et la question est la suivante. Finalement, est-ce que vous pourriez me dire à bientôt dans votre langue natale? Donc de mon côté, je ne vais pas le dire en français, mais je vais le dire en breton, donc qui est la région, ma région d'origine en France. Et je voudrais simplement qu'on puisse faire ça tous ensemble pour voir un peu voilà, nos différentes langues qui étaient présentes sur ce webinaire. Donc vous pouvez le dire en fidjien, vous pouvez le dire en français évidemment, tata bisou, oui, ça c'est quelque chose qui est très présent en Calédonie, une façon de dire au revoir amicalement, en tout cas à bientôt. Je préfère vous dire à bientôt parce que, comme je vous l'ai dit en introduction,
ces webinaires, on va en multiplier. L'idée, c'est de faire de cet à la noix des rendez-vous aussi de la data et donc de continuer à travailler avec mon équipe, donc le Pacific Data Hub et la CPS, pour vraiment multiplier ces rendez-vous et continuer à vous présenter en tout cas des différents sujets sur la donnée. Et j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Donc oui, Taltool, pourquoi pas. On a aussi plusieurs langues qui sont prévues. Ciao, ciao. J'imagine que ça nous vient donc d'Italie, d'Anastasia sûrement. Voilà, donc c'est juste une petite conclusion pour voilà, pas vous dire adieu de mon côté, mais plutôt pour vous dire à la prochaine fois. Et donc, moi en breton, ça donnerait Kenavo Avechal. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Malheureusement, je ne peux pas vous garder plus longtemps, en tout cas pour les questions, mais je me chargerai de faire transmettre votre question si vous en avez toujours aujourd'hui et si vous en avez encore même demain. Merci à tous d'être venus. C'était pour moi aussi hyper intéressant, je vous avoue, en tant qu'analyste de données. Et on est très content d'avoir organisé ce webinaire avec Wissy. C'est vraiment une belle collaboration entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la CPS, le Pacific Database Challenge. Et donc ce webinaire, je pense, en était une belle illustration. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai quelqu'un qui me répond Kenavo aussi, donc sûrement un breton, une bretonne dans la salle, c'est sympa. Et puis, je vous souhaite à tous donc une très belle semaine et je pense qu'il a bien commencé avec ce super webinaire. Merci à tous, c'était le mot de la fin et puis bien à bientôt. Et puis j'espère bientôt voir votre nom dans notre liste de DataVis sur le Pacific DataVis Challenge. À bientôt. Et évidemment, je remercie aussi les équipes d'interprètes qui nous ont beaucoup aidés sur cet événement. Donc, Isabelle et Christelle qui ont fait encore un boulot formidable, puisque c'est un métier pas facile. Sachant en plus que je parle souvent très vite. Donc, c'était un beau challenge pour elle aussi. Et puis, merci à l'équipe IT aussi, Marie, surtout la partie logistique, de nous avoir soutenus pour cet événement. Merci à tous. Je vais fermer le webinaire et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Attends, les gens quittent.